Ma copine m'a dit, mes amis pensent que tu m'étouffes. C'est fini. J'ai répondu, cool. Eh bien, va les rejoindre. En m'éloignant et en voyant la façon dont toutes ses amies me fixaient, j'ai soudain tout compris. Je suis analyste en cybersécurité, ce qui signifie que je passe mes journées à examiner des schémas, identifier des menaces et résoudre des problèmes avec la logique plutôt qu'avec les émotions. C'est précisément ce qui m'a valu d'être qualifié d'émotionnellement indisponible par des gens qui n'avaient jamais pris la peine de vraiment me connaître. Je suis le gars qui arrive à l'heure, qui se souvient des dates importantes, qui demande comment s'est passée ta journée et qui écoute vraiment la réponse. Mais apparemment, ce n'est pas suffisant quand on est évalué selon une liste de critères élaborés par une animatrice de podcast sur ce que devrait être un petit ami. Camille Rousseau et moi nous sommes rencontrés il y a 2 ans dans un café animé du quartier du Marais à Paris, où elle travaillait sur des croquis pour un projet de design graphique, et moi, je révisais un audit de sécurité pour un client. Nous avons commencé à discuter de la façon dont la plupart des gens compliquent inutilement leur vie alors que des solutions simples fonctionnent le mieux. Elle étudiait le design graphique à temps partiel dans une université locale tout en travaillant en freelance à côté. Elle avait cette énergie calme et nous passions des heures à nous promener dans les quartiers en parlant de tout, de l'architecture au rêve de chien météo. Et cela semblait authentique, d'une manière qui n'avait pas besoin de stories Instagram ou de la validation constante d'inconnus. Notre première année ensemble a été vraiment bonne parce que nous communiquions comme des adultes. Nous avions nos vies séparées mais nous prenions du temps l'un pour l'autre et lorsque des problèmes survenaient, nous en parlions au lieu de les laisser s'envenimer. Elle a emménagé dans mon 2 pièces dans le Marais après environ 8 mois, et tout s'est bien passé. Nous nous partagions les tâches ménagères en fonction de ce que chacun faisait le mieux. Nous cuisinions ensemble le week-end et avions cette blague récurrente sur à quel point nous devions paraître ennuyeux pour les autres parce que nous préférions rester à la maison à regarder des documentaires plutôt que de sortir dans les bars tous les week-ends. Puis elle a décroché un poste d'assistante de production pour le podcast Vivre sa vérité et tout a commencé à changer d'une manière que je n'ai pas reconnue au début. Cela a commencé par de petites choses, comme de nouvelles expressions apparaissant dans son vocabulaire. Des mots comme « schéma toxique », charge émotionnelle, et « ça ne me sert pas », utilisés dans des contextes qui ne correspondaient pas vraiment à notre situation. Je me souviens de la première fois où elle est rentrée à la maison et m'a dit que nous devions avoir une conversation sur les limites. J'ai répondu « D'accord, qu'est-ce qui ne va pas ?» Et elle a sorti son téléphone pour lire des notes qu'elle avait prises lors d'un enregistrement de podcast sur les « red flags », signaux d'alarme, dans les relations. J'ai écouté jusqu'au bout, puis je lui ai demandé quels signaux d'alarme elle avait réellement vus dans notre relation. Elle est devenue silencieuse et a dit qu'elle essayait juste d'être proactive. Avec le recul, cela aurait dû être mon premier véritable avertissement, mais j'ai pensé qu'elle était simplement excitée par son nouveau travail et qu'elle essayait d'appliquer ce qu'elle apprenait. Le podcast était animé par une femme nommée Sandrine Valois, qui avait bâti toute une marque autour de l'aide aux femmes pour identifier les dynamiques malsaines et s'affirmer. Ce qui semble génial sur le papier jusqu'à ce que vous réalisiez que la formule de l'émission consistait essentiellement à prendre les frictions normales d'une relation et à les reconditionner en quelque chose de plus grave. Chaque épisode suivait le même schéma. Il lisait des soumissions anonymes, les analysait sous l'angle le plus défavorable possible, puis célébrait les femmes qui avaient quitté leur partenaire pour des choses comme vouloir discuter du budget avant d'acheter une nouvelle voiture ou demander d'envoyer un texto en arrivant sainé. Sauf à la maison. Le public adorait ça parce que l'émission leur donnait le sentiment d'être puissants en voyant des signaux d'alarme partout. Et la section des commentaires était toujours pleine de gens partageant leurs propres histoires sur la façon dont ils avaient finalement quitté leurs petits amis qui avaient commis des fautes comme être fatigués après le travail ou avoir des opinions sur les plans pour le dîner. Camille a commencé à m'inviter aux enregistrements en direct qui avaient lieu 2 fois par mois dans un espace événementiel populaire du centre de Paris, et j'y suis allé parce que je voulais soutenir sa carrière, même si toute l'ambiance me mettait mal à l'aise. La première fois que j'y suis allé, toute l'équipe de production m'a regardé comme si j'étais un spécimen à étudier. Pendant la pause, Sandrine est venue se présenter et m'a immédiatement demandé ce que je faisais dans la vie. Je lui ai dit que j'étais dans la cybersécurité et elle a souri en disant « Oh, donc vous êtes analytique. » Ça doit être un défi pour Camille, comme si être bon dans mon travail était un défaut de personnalité. J'ai simplement hoché la tête et répondu « On gère ». Elle m'a tapoté le bras et s'est éloignée. Plus tard, Camille m'a dit que Sandrine me trouvait sur la réserve, ce qui était apparemment un code pour « émotionnellement indisponible ». Après cet enregistrement, alors que nous marchions vers ma voiture, Camille m'a dit « Il pense que tu es émotionnellement indisponible ». Je lui ai demandé ce qu'elle en pensait,
et elle a hésité juste assez longtemps pour que je sache qu'elle en avait discuté avec eux. Elle a finalement dit non. Elle ne le pensait pas, mais elle pouvait voir d'où ça venait parce que je n'exprimais pas toujours mes sentiments de manière évidente. Je lui ai rappelé que j'avais littéralement passé 4 heures la semaine précédente à l'aider à refaire le design de son site de portfolio et à l'écouter se plaindre d'un client difficile. Mais apparemment, cela ne comptait pas comme de la disponibilité émotionnelle dans leur cadre de référence. La dynamique a changé rapidement après ça, car soudainement, chaque interaction normale que nous avions été filtrée à travers le prisme de savoir si c'était un signal d'alarme ou un comportement sain. Je suggérais de rester à la maison le vendredi parce que je devais déployer un correctif de sécurité tôt le matin et elle m'accusait de l'isoler de ses amis. Je lui demandais si elle voulait parler de la raison pour laquelle elle semblait stressée et elle disait que je lui demandais une charge émotionnelle. J'ai planifié un week-end au lac d'Annecy parce que nous aimions tous les deux la randonnée et elle se demandait si j'essayais de contrôler notre emploi du temps. Rien de ce que je faisais n'était plus jamais une chose normale qu'une personne fait. Tout était la preuve d'un schéma plus profond qui devait être examiné et discuté avec ses amis qui n'avaient jamais eu une vraie conversation avec moi. La partie vraiment folle, c'est qu'elle a adopté leur style de langage. Par exemple, elle rentrait à la maison et utilisait ces phrases parfaitement construites de jargon psy, qui ne ressemblait en rien à sa façon de parler d'avant. Elle disait des choses comme « Je remarque un schéma où tu centres ton propre confort au détriment de mes besoins », quand je demandais si nous pouvions baisser le volume de la télé parce que j'étais en appel professionnel. Et je la fixais, me demandant où était passée ma copine et qui était cette personne lisant un script. J'ai essayé de lui en parler plusieurs fois, lui demandant si elle se sentait un peu perdue dans ce nouveau travail, et elle se mettait immédiatement sur la défensive, disant que j'étais menacé par son évolution. Comme si elle avait été une personne incomplète auparavant et devenait enfin son vrai moi en analysant notre relation à mort avec des gens qui avaient décidé que j'étais le méchant avant même de m'avoir rencontré. L'équipe de production a commencé à apparaître plus souvent dans nos vies aussi. Par exemple, nous étions dans un bar et soudain Sandrine et 2 autres femmes du podcast se pointaient. Camille s'illuminait et je devenais invisible. Elles parlaient des épisodes récents et partageaient des histoires sur leurs propres relations. Et chaque histoire se terminait par la prise de conscience que leur petit ami était manipulateur et qu'elle l'avait quitté. Et elles se félicitaient mutuellement comme si s'échapper était le seul résultat acceptable pour toute relation qui demandait un vrai travail. Je restais assis là, sirotant ma bière, regardant Camille rire à leurs blagues et hocher la tête à leurs théories. Et je pouvais la sentir s'éloigner dans ce monde où j'avais déjà été condamné pour des choses que je n'avais pas commises. Un soir, environ 4 mois après qu'elle ait commencé au podcast, nous devions dîner ensemble, juste nous deux, quelque chose que nous n'avions pas fait depuis des semaines parce qu'elle travaillait toujours tard ou retrouvait l'équipe de production. J'avais fait une réservation dans ce restaurant italien qu'elle adorait et j'étais rentré tôt pour me changer. Quand elle est entrée, elle a immédiatement dit « Sandrine et l'équipe veulent aller boire un verre ce soir. Ça te dérange si on reporte ?» Je l'ai regardée et j'ai dit « Nous avons ces plans depuis 2 semaines. » Et elle a eu ce regard comme si je lui demandais de choisir entre moi et ses amis. Elle a dit, tu vois, c'est de ça qu'elle parle. Tu me fais culpabiliser d'avoir une vie sociale. Je lui ai dit que vouloir dîner ensemble après s'être à peine vu n'était pas la faire culpabiliser. C'était juste de l'entretien de base d'une relation, mais elle était déjà en train d'envoyer un texto au groupe pour dire qu'elle serait là. J'ai fini par aller au restaurant seul, je me suis assis à la table avec 2 menus, et j'ai mangé en silence pendant que le serveur faisait de son mieux pour prétendre que ce n'était pas déprimant. C'est cette nuit-là que j'ai réalisé que je ne sortais plus avec Camille. Je sortais avec la version podcast de qui elle pensait devoir être, et cette personne avait déjà décidé que j'étais le problème. Je ne connaissais pas encore le pire, cependant. Je ne savais pas que nos conversations privées, mes messages textes, et même mon emploi du temps étaient devenus du contenu pour leurs discussions de groupe. De la matière brute qu'elles analysaient comme si j'étais une étude de cas sur les tactiques malsaines. Je ne savais pas que chaque mot que je lui disais en privé était capturé d'écran et disséqué par des gens qui ne m'avaient jamais parlé au-delà de petites conversations superficielles lors des enregistrements. Et je ne savais certainement pas qu'elle classait tout dans des catégories comme tentative d'isolement, culpabilisation et contrôle financier. Tout ce que je savais, c'est que la femme que j'aimais s'effaçait et était remplacée par quelqu'un qui me voyait comme un problème à résoudre plutôt qu'un partenaire avec qui construire une vie. Et je n'avais aucune idée à quel point ça allait empirer. Le moment où j'ai découvert qu'elle lisait mes messages privés était si surréaliste que mon cerveau a presque refusé de le traiter au début.
Comme quand on voit quelque chose de si faux que l'esprit a besoin de quelques secondes pour rattraper ce que les yeux montrent. C'était un mardi soir et Camille était sous la douche. Son iPad était sur la table basse, vibrant de notifications. Normalement, je n'aurais même pas jeté un coup d'œil à ces appareils parce que la vie privée était quelque chose en quoi je croyais vraiment, contrairement, apparemment, à tout le monde dans sa vie. Mais l'aperçu de la notification était juste là sur l'écran de verrouillage et il disait « Sandrine, le clip 3 est parfait ». Phrase d'isolement classique. Et mon estomac s'est noué parce que je savais exactement ce qu'était le clip 3. C'était un mémo vocal que j'avais envoyé à Camille 4 jours plus tôt pour réserver un chalet au lac d'Annecy pour notre anniversaire. J'ai pris l'iPad et il s'est déverrouillé quand je l'ai incliné. Et ce que j'ai vu m'a profondément troublé parce que je regardais une discussion de groupe appelée « L'équipe de soutien de Camille » avec 12 membres, y compris toute l'équipe de production du podcast. J'ai commencé à faire défiler vers le haut et mes mains tremblaient parce que des mois de nos conversations privées s'y trouvaient. Capture d'écran après capture d'écran de messages textes que je lui avais envoyés, des photos de nous avec des annotations soulignant mon langage corporel, et des mémos vocaux que j'avais enregistrés quand j'étais trop fatigué pour taper. Tout cela disséqué et analysé comme si j'étais un suspect dans une affaire grave. Il y avait le texto où je disais que je travaillais tard sur une faille de sécurité et que je ne pouvais pas venir dîner. Et en dessous, Sandrine avait écrit « Remarquez le vocabulaire vague, évitement classique de la véritable intimité ». Il y avait le message où je suggérais que nous économisions pour un acompte au lieu de prendre des vacances coûteuses, étiquetées comme « manipulation financière », contrôle du récit de leur avenir. Il y avait même une photo d'un samedi matin où je préparais le petit déjeuner, et apparemment mon expression était dédaigneuse parce que je ne souriais pas assez. Peu importe que je venais de me réveiller et que je n'avais pas encore bu mon café. Chaque interaction normale que nous avions eue au cours de ces mois avait été introduite dans cette machine qui convertissait les moments ordinaires d'une relation en preuve de toxicité. Et ce qui rendait les choses pires, c'était de voir les réponses de Camille dans la discussion, où elle ajoutait du contexte, mais toujours d'une manière qui me faisait paraître pire. Elle écrivait des choses comme « Il dit qu'il est fatigué, mais je pense qu'il ne veut tout simplement pas s'engager émotionnellement. » Ou « Il a planifié tout ce voyage sans demander ce que je voulais, alors que la réalité était que je lui avais littéralement envoyé 3 options de chalets différentes et lui avais demandé de choisir sa préférée. » La discussion remontait à 6 mois, presque à la semaine exacte où elle avait commencé au podcast, et je pouvais suivre le changement dans son langage en temps réel, passant de me défendre à tout remettre en question ce que je faisais. Pour finalement accepter leur interprétation de mes actions sans résistance. Il y avait cet échange où je lui avais envoyé un texto pendant une réunion de travail disant qu'elle me manquait et que j'aimerais être à la maison, juste un message doux et normal. Et une certaine Brigitte avait répondu dans le groupe de discussion, love bombing après une période de distance émotionnelle, un cycle classique. Et Camille avait répondu avec un emoji pensif au lieu de leur dire qu'elles étaient complètement à côté de la plaque. J'étais assis sur le canapé, lisant des mois de ma vie transformés en contenu pour des gens qui semblaient croire sincèrement que tout homme qui ne jouait pas le bonheur à chaque seconde cachait secrètement quelque chose de malsain. Et le pire, c'est que je ne pouvais même pas être en colère parce que la colère ne ferait que prouver leur point de vue. J'ai entendu la douche s'arrêter et j'ai su que j'avais peut-être 2 minutes avant que Camille ne sorte. Alors, j'ai pris des captures d'écran de tout, je me les suis envoyés, j'ai supprimé les messages envoyés de son iPad et je l'ai remis exactement où il était. Mes mains tremblaient encore quand elle est entrée dans le salon en peignoir, me demandant ce que je voulais pour le dîner. Et je l'ai regardée et j'ai dit que nous devions parler de vie privée et de limites. Et j'ai vu son visage se crisper dans une expression défensive avant même que j'aie expliqué ce que je voulais dire. Elle m'a immédiatement demandé si j'avais fouillé dans ses appareils, et je lui ai dit non. J'avais vu une notification sur son iPad qui m'inquiétait et elle l'a arraché de la table comme si j'avais menacé de l'endommager. Je lui ai demandé sans détour si elle partageait nos conversations privées avec l'équipe du podcast et elle est devenue très immobile, et cette immobilité m'a tout dit avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Elle a dit qu'elle l'aidait à voir des schémas qu'elle ne pouvait pas voir seule. Et je lui ai demandé quel schéma exactement, et elle a commencé à énumérer des choses d'une manière répétée qui ne ressemblait en rien à sa vraie voix. Elle a dit que j'avais l'habitude de faire des plans sans la consulter, que j'utilisais le travail comme une excuse pour éviter les conversations émotionnelles, que je la faisais culpabiliser de passer du temps avec ses amis. Et chaque point était tiré tout droit d'un épisode de podcast que je les avais entendus enregistrer. Je lui ai demandé des exemples spécifiques avec des dates et du contexte, et elle n'a pu m'en donner aucun. Elle a juste continué à parler en généralisation vague sur les schémas, les signaux d'alarme et les choses qui semblaient manipulatrices,
même si elle ne pouvait pas expliquer pourquoi. Je lui ai dit que partager mes messages textes et mes mémos vocaux avec une douzaine d'inconnus sans mon consentement était une véritable violation de la vie privée. Pas seulement un sentiment, mais une chose réelle qui s'était produite. Et elle a dit, Sandrine a dit que ta formulation était manipulatrice, comme si c'était une réponse. Je l'ai juste regardé fixement parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé que je ne parlais plus à ma copine. Je parlais à un comité. Chaque mot que je disais allait être rapporté et analysé et utilisé comme preuve dans une affaire dont je ne savais même pas que j'étais le prévenu. Elle a continué en me disant que la discussion de groupe était un espace sûr pour elle pour traiter ses sentiments, ce que je ne pouvais pas comprendre parce que je ne l'avais jamais trompée comme elle l'avait été dans ses relations passées. Et je voulais souligner que j'avais été là pour chaque histoire sur son ex difficile et que je n'avais jamais partagé ces moments privés avec qui que ce soit. Mais ça ne servait à rien parce qu'elle avait déjà décidé que mon attente d'une vie privée de base n'était qu'une autre forme de contrôle, un autre signal d'alarme, une autre raison pour laquelle elles avaient raison sur moi depuis le début. Je lui ai demandé si elle comprenait que tout ce que je lui avais dit en confiance, chaque moment de vulnérabilité, chaque pensée privée était maintenant un divertissement pour des gens qui ne me connaissaient pas et qui avaient déjà décidé que j'étais le méchant. Et elle a dit, ce ne sont pas des étrangers. C'est mon système de soutien. J'ai répondu qu'un système de soutien ne nécessite pas de capture d'écran et d'analyse médico-légale des messages textes. Il nécessite une vraie conversation et de la confiance. Et elle m'a regardé avec cette expression qui était de la pure rhétorique de podcast et a dit, tu es juste contrarié parce que tu ne peux plus contrôler le récit. La conversation a tourné en rond pendant encore 20 minutes, elle parlant avec des phrases empruntées et moi essayant d'expliquer que la vie privée n'est pas du contrôle, jusqu'à ce que j'arrête finalement de parler parce que j'ai réalisé que rien de ce que je dirais n'aurait d'importance. Elle avait mariné si longtemps dans cet environnement où chaque homme était un suspect et chaque limite une oppression qu'elle ne pouvait pas voir à quel point il était complètement déplacé de traiter son partenaire comme un sujet de recherche. Je suis allé dormir cette nuit-là dans la chambre d'amis parce que je ne supportais pas d'être près d'elle. Et je suis resté allongé dans le noir, pensant à la façon dont chaque mot que j'avais dit ce soir-là était probablement déjà tapé dans cette discussion de groupe avec des commentaires sur mon comportement défensif et mon incapacité à prendre mes responsabilités. J'ai pensé à toutes les fois où je l'avais réconfortée quand elle était stressée. Toutes les petites choses que je faisais pour lui faciliter la vie. Toutes les façons dont j'avais été présent de manière constante et fiable, et comment rien de tout cela n'avait d'importance parce que ce n'était pas assez performatif pour un public qui avait besoin que je sois un méchant. Le lendemain matin, elle était partie avant que je ne me réveille. Et vers midi, j'ai reçu un texto qui disait juste « Il faut qu'on parle, 19h, au bar Le Baron Rouge ». Et je savais exactement ce qui allait se passer parce qu'on ne programme pas une conversation de rupture dans un lieu public à moins de vouloir des témoins ou d'avoir peur de la réaction de l'autre personne. J'ai répondu d'accord et j'ai passé le reste de la journée à travailler de la maison, à terminer un audit de sécurité et à m'assurer que ma vie professionnelle était solide comme un roc parce que je savais que ma vie personnelle était sur le point d'imploser et je voulais au moins un domaine stable. Je n'étais plus en colère. Je n'étais même plus vraiment blessé. J'étais juste épuisé d'être traité comme un suspect dans ma propre relation pendant des mois. Et honnêtement, une partie de moi se sentait soulagée que ce soit enfin terminé. Je suis arrivé au bar Le Baron Rouge à 18h55 parce qu'être en retard serait évidemment un autre signal d'alarme. Et Camille était déjà là, à une table dans un coin, avec 3 de ses amis du podcast assises au bar, faisant semblant de ne pas regarder. Et j'ai réalisé que ça n'allait pas être une conversation du tout. Ça allait être une performance avec un public prêt à valider tout ce qu'elle dirait. Je me suis assis en face de Camille à cette table d'angle et j'ai immédiatement remarqué qu'elle avait des fiches devant elle, de vraies fiches cartonnées, comme si elle était sur le point de faire une présentation. Et c'est là que j'ai su que ce ne serait pas une vraie conversation. Elle a commencé à parler avant même que j'ai commandé un verre, utilisant cette même voix de jargon psy, qui avait remplacé sa vraie personnalité, me disant qu'elle avait beaucoup réfléchi et réalisé que notre relation était devenue malsaine pour son épanouissement. J'ai simplement écouté et les regardé jeter un coup d'œil à ses fiches toutes les quelques secondes. Et quand elle a fait une pause, je lui ai demandé de me donner un exemple spécifique de quelque chose de malsain que j'avais fait. Juste un moment concret avec du contexte. Et elle a tâtonné avec ses fiches, l'air de plus en plus frustré. Elle a dit que les choses semblaient si fausses, que la dynamique était faussée et qu'elle marchait sur des œufs. Mais quand je lui ai demandé quand exactement elle s'était sentie comme ça, elle n'a pas pu répondre. Elle est juste revenue au sentiment, au schéma et aux choses que Sandrine l'avait aidé à identifier.
Je pouvais voir ses amis au bar se pencher pour essayer d'entendre, et j'ai réalisé qu'elles avaient probablement aidé à écrire ces fiches, probablement passé des heures à élaborer ce script à suivre pour elle. Elle a finalement dit ce qu'elle avait probablement prévu de dire depuis le début. La phrase sur ses amis pensant que je la limitais, et j'ai senti un calme étrange m'envahir parce que nous arrivions enfin à la vérité. Je lui ai demandé si l'opinion de ses amis comptait plus que sa propre expérience de notre relation. Et elle a dit qu'elle pourrait être aveugle à des choses qu'elle ne pouvait pas voir. Et c'est là que j'ai su qu'il n'y avait plus de relation à sauver. Je lui ai dit, cool, alors va les rejoindre. Et l'expression sur son visage était un choc pur, comme si elle s'attendait à ce que je la supplie ou que je me dispute ou que je lui donne la scène dramatique qu'elles avaient probablement prédit que je ferais. Ses amies au bar étaient devenues complètement silencieuses, et je pouvais les sentir me fixer. Et Camille est juste restée assise là, ouvrant et fermant la bouche, essayant de trouver quoi dire maintenant que son script n'avait pas prévu que je sois simplement d'accord. J'ai sorti mon portefeuille, j'ai posé 40 € pour les boissons que nous n'avions ni l'un ni l'autre touchées, et je lui ai dit que j'espérais qu'elle trouverait ce qu'elle cherchait. Puis je me suis levé. Je suis passé devant ses amis sans même leur jeter un regard et j'ai quitté le bar en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois parce que la performance était enfin terminée. Les jours suivants ont été mécaniques et efficaces parce que c'est comme ça que je gère les problèmes. Je fais un plan et je l'exécute. J'ai emballé toutes ces affaires de mon appartement, chaque vêtement, chaque livre, et chaque objet divers qu'elle avait laissé traîner pendant 2 ans. Et j'ai tout mis proprement dans des cartons et je les ai laissés dans le hall de l'immeuble avec un texto lui disant quand elle pouvait venir les chercher. J'ai bloqué son numéro. Je l'ai bloqué sur toutes les plateformes de médias sociaux, j'ai bloqué ses amis, j'ai bloqué quiconque était associé à ce podcast. Et je l'ai fait sans colère ni drame parce que j'en avais juste marre de leur donner du contenu à analyser. Elle a essayé d'appeler depuis différents numéros et je n'ai jamais répondu. Elle a envoyé des emails que j'ai supprimés sans les lire et 3 jours après le bar, elle est venue à mon immeuble, mais j'avais déjà dit à l'accueil de ne pas la laisser monter. La sécurité m'a appelé et je pouvais l'entendre en arrière-plan dire « Je veux juste parler », et je leur ai dit de l'informer que toutes ces affaires avaient déjà été récupérées et que nous n'avions rien à nous dire. Un collègue m'a demandé une semaine plus tard pourquoi je semblais beaucoup plus détendu. Et j'ai réalisé que c'était parce que je n'étais plus surveillé. Je ne remettais plus en question chaque mot que je disais ou chaque décision que je prenais. Je ne vivais plus dans une relation qui s'était transformée en un état de surveillance. J'ai recommencé à aller à la salle de sport. J'ai renoué avec des amis que j'avais négligés. J'ai repris un projet de voiture sur lequel je voulais travailler, la restauration d'une Citroën DS classique dans mon garage, et j'ai juste redécouvert ce que c'était que d'exister sans que quelqu'un documente chacun de mes mouvements pour un public de critiques. Environ 2 mois après la rupture, un ami m'a envoyé un lien vers un épisode de podcast intitulé « Quand c'était toi le signal d'alarme ». Et j'ai su immédiatement que c'était à mon sujet, même s'il n'utilisait pas mon nom. J'ai écouté tout l'épisode et c'était surréaliste d'entendre Camille décrire notre relation comme une situation oppressante où j'avais contrôlé son emploi du temps, l'avais isolé de ses amis et lui avait fait douter de sa propre réalité. Rien de tout cela ne s'était réellement produit. Ils m'ont dépeint comme quelqu'un de si subtil dans ses tactiques que même moi je ne savais pas que je le faisais. Et la section des commentaires était pleine de gens louant Camille pour s'être échappé et m'insultant de tous les noms. Ce qui m'a dérangé, ce n'était pas exactement les inexactitudes. C'était le nombre de personnes qui les croyaient sans poser de questions. À quel point tout le monde était prêt à accepter que toute relation qui se terminait devait avoir été toxique et que tout homme qui semblait calme devait cacher quelque chose de sinistre. Mais voici ce qu'elles n'avaient pas anticipé. L'épisode a explosé bien plus que leur contenu habituel. Et soudain, les gens qui me connaissaient vraiment ont commencé à reconnaître l'histoire. Le département des ressources humaines de mon entreprise m'a contacté après que quelqu'un leur a envoyé l'épisode en demandant s'ils étaient au courant que leur employé était accusé de manipulation sur un podcast. Et j'ai dû expliquer toute la situation avec les captures d'écran de cette discussion de groupe que j'avais sauvegardée. D'anciens collègues, des amis communs, même le cousin de Camille m'ont contacté en privé pour dire qu'ils savaient que la version du podcast ne correspondait pas à la réalité. Et lentement, cette contre-narration a commencé à se construire dans les commentaires, où les gens soulignaient que chaque exemple qu'elle donnait était soit un comportement tout à fait normal, soit ne montrait pas ce qu'elle prétendait. La réputation du podcast a commencé à en prendre un coup parce que les gens ont réécouté d'anciens épisodes et ont réalisé que presque toutes les histoires suivaient le même schéma de transformer des dynamiques relationnelles normales en récits de manipulation. Et les annonceurs ont commencé à se retirer discrètement.
Je n'ai participé à rien de tout cela. Je ne me suis pas défendu publiquement ni n'ai jeté de l'huile sur le feu. J'ai juste laissé la vérité parler d'elle-même pendant que je me concentrais sur le fait de vivre réellement ma vie. 6 mois après que tout a implosé, j'ai reçu un email de Camille. Pas d'objet, juste un message qui disait « Tu n'étais pas toxique. Je suis désolé de les avoir laissés me convaincre que tu l'étais. » Et je l'ai fixé pendant un long moment avant de le fermer sans répondre, parce qu'il n'y avait rien à dire. Des excuses n'effacent pas des mois de violation et de trahison. Elles n'effacent pas le fait qu'elle a choisi l'opinion d'étrangers plutôt que sa propre expérience. Elles ne changent pas le fait qu'elle était prête à endommager notre relation pour s'intégrer dans une communauté qui exigeait que tout le monde ait une histoire d'origine de méchant. Je sors avec quelqu'un de nouveau maintenant, une ingénieure logicielle que j'ai rencontrée par des amis, qui trouve toute cette situation de podcast folle et qui communique réellement comme une vraie personne au lieu de lire un script. Nous avons des désaccords normaux où nous discutons des problèmes au lieu de les cataloguer comme des preuves. Et quand elle parle de moi à ses amis, c'est parce qu'elle veut partager sa vie, pas parce qu'elle a besoin qu'elle valide sa réalité. J'ai appris que lorsque quelqu'un vous transforme en personnage de son récit au lieu de vous traiter comme une vraie personne, la seule chose à faire est de quitter sa scène et de le laisser jouer devant une salle vide. Le podcast a fini par être annulé après que plusieurs sponsors se sont retirés et Sandrine a publié des non-excuses sur le fait d'apprendre et de grandir. Et j'ai entendu par des amis communs que Camille avait quitté la société de production et avait déménagé dans une autre ville pour un nouveau départ. Je ne la déteste pas et je ne perds pas de temps à penser à la vengeance parce que, honnêtement, elle m'a fait le plus beau des cadeaux, qui était de me montrer exactement avec qui ne pas perdre mon temps. Et en ce moment, je me concentre simplement sur la construction d'une vie avec quelqu'un qui voit le partenariat comme une collaboration plutôt que comme une création de contenu. Commentaire: je voulais partager quelques pensées avec vous après avoir regardé cette histoire ensemble. Je crois que le vrai pouvoir vient de la connaissance de sa propre valeur et du maintien ferme de ses limites. Lorsque les choses commencent à sembler bizarres, il est important de faire confiance à son instinct et de donner la priorité à son propre bien-être. J'ai vu comment le choix de la bienveillance envers soi-même peut ouvrir la porte à une véritable guérison. Assumer la responsabilité de ce que vous acceptez dans la vie vous aide à construire des liens plus forts à l'avenir. Vous n'êtes pas obligé de rester dans des situations qui drainent votre paix simplement pour maintenir la paix avec les autres. Apprendre à s'éloigner avec grâce montre une réelle force et un grand respect de soi. J'espère que cela vous rappellera de vous entourer de personnes qui vous voient et vous apprécient vraiment. Réfléchir à ces idées peut nous aider tous à créer des vies plus calmes et plus authentiques. Continuons à nous soutenir mutuellement dans le choix du type d'amour et de respect que nous méritons tous.